En juin 793, les moines de Lindisfarne voient surgir de la mer des navires bas et effilés. Des hommes barbus, armés d'épées et de haches, gagnent la rive puis se ruent vers le monastère. L'attaque est brève et brutale. Les moines sont massacrés, l'or, l'argent et les objets précieux sont emportés. Puis les assaillants repartent vers la mer du Nord, laissant derrière eux l'image d'une méthode fondée sur la surprise, le pillage et la fuite. Le choc de Lindisfarne attire l'attention de l'Europe sur ces hommes venus de Scandinavie et ouvre une question qui va traverser tout le récit. Qui étaient réellement les Vikings? Et qu'est-ce qui pouvait pousser ces marins à affronter les mers du Nord pour apparaître soudainement dans l'histoire? Car leur éruption ne sera pas un épisode fugitif. La source annonce une puissance qui durera près de 3 siècles avant de se dissoudre, comme si une force capable de marquer une époque entière pouvait ensuite disparaître presque sans laisser de frontières nettes entre son apogée et sa fin. À l'autre extrémité de l'histoire, leur réussite a déjà produit de nouveaux ensembles politiques gouvernés par des dynasties scandinaves, mais ces conquérants cessent progressivement d'être des étrangers. Beaucoup s'assimilent aux sociétés qu'ils ont rejointes, et Rollo, installé sur la côte française en Normandie, en devient l'un des exemples les plus frappants. Rollo se convertit au catholicisme, et parmi ses descendants, William finit par remporter la bataille de Hastings en 1066, avant d'être couronné roi d'Angleterre à Noël. Paradoxalement, cette victoire issue d'une lignée nordique accompagne aussi le recul de l'influence scandinave directe en Angleterre. Un nouvel ordre féodal, marqué par des institutions, une propriété foncière et une économie de type français médiéval, s'impose alors. La source cite même 1066 comme la date la plus convaincante, si l'on veut fixer symboliquement la fin de l'ère viking, tandis que les royaumes scandinaves poursuivent ensuite leur transformation en états distincts. La source ajoute encore d'autres mécanismes, comme le refroidissement évoqué pour les siècles suivants, mais surtout une transformation de l'identité elle-même. Vikings, Danois, Norse ou hommes du Nord finissent par désigner des réalités mêlées, signe qu'il faudra comprendre leur disparition moins comme un effacement soudain que comme une assimilation progressive. Pour revenir au commencement, la source définit les Vikings comme des populations venues de Scandinavie au Moyen-Âge, à une époque où les États scandinaves actuels n'existent pas encore. Et elle rappelle que les bornes chronologiques varient, environ 750-1050 dans une lecture scandinave contre 792-1066 dans une lecture anglo-centrée. Au début de cette période, le Nord est morcelé en petits royaumes et en groupes voisins souvent rivaux. Pourtant, au fil des voyages vers l'Angleterre, l'Europe et jusqu'à l'Asie, ces entités commencent à se rapprocher, préparant la formation des grands ensembles nordiques qui survivront après l'ère viking. La source fait remonter leurs ancêtres à des populations germaniques qui, bien avant l'ère viking, migrent vers les régions correspondant au Danemark, à la Norvège et à la Suède, loin de l'image du guerrier permanent. Beaucoup de ces hommes sont d'abord des agriculteurs. Dans les zones les plus froides, la vie repose davantage sur la chasse, la pêche et la chasse à la baleine, tandis que des marchands utilisent déjà des navires robustes pour parcourir les routes européennes. La vraie énigme devient donc la transformation, en une génération, de sociétés ordinaires en groupes capables d'inspirer la peur. La surpopulation est parfois avancée, mais la source précise que cette explication convient surtout à certaines zones de l'ouest norvégien, où les terres agricoles sont limitées. D'autres analyses insistent davantage sur la recherche de richesses, notamment pour les chefs qui ont besoin de revenus, afin de conserver leur pouvoir, ou sur la fuite de conflits locaux. Parmi les hypothèses présentées figure aussi le coût du mariage. Un homme souhaitant épouser une femme doit verser une richesse à sa famille, ce qui aurait pu pousser certains Scandinaves à chercher des ressources très loin de leur propre côte. La source évoque également un déséquilibre entre hommes et femmes, qu'elle relie à plusieurs pratiques sociales, dont l'infanticide féminin sélectif, la polygynie, le concubinage et les inégalités, autant de facteurs présentés comme pouvant accroître la compétition et encourager les expéditions extérieures. L'héritage familial ajoute une autre pression. Dans les familles riches ayant plusieurs enfants, l'aîné reçoit souvent l'essentiel du patrimoine, laissant aux cadets la nécessité de construire eux-mêmes leur avenir. La source les décrit alors comme un vivier de combattants déterminés à obtenir richesse, statut et gloire, chez eux ou à l'étranger. À ces motivations s'ajoute une capacité physique et mentale forgée par le Nord, les longs hivers sombres, les conditions difficiles et une culture tournée vers la survie sont présentés comme un environnement qui renforce l'endurance nécessaire pour poursuivre richesse, renommée et prestige au-delà de la Scandinavie.
La source décrit des communautés habituées à des saisons extrêmes, avec de très longues périodes de lumière ou d'obscurité, et affirme que cette familiarité avec un environnement rude, la mer, les forêts et les montagnes, favorise une population résistante, inventive et profondément adaptée aux risques. Cette endurance se transforme bientôt en mobilité militaire. À partir de 799, les Vikings danois frappent la Frise, puis remontent des fleuves comme la Loire et la Seine pour atteindre les villes et villages de l'intérieur. En 845, leur avancée les mène jusqu'à Paris. À Paris, le roi Franc-Charles le Chauve leur verse, selon la source, 3000 kilos d'argent pour obtenir leur départ. Pourtant, les raids reprennent, s'étendent autour de la capitale, puis gagnent l'Espagne et le Portugal, où plusieurs villes sont pillées, et ces villes brièvement occupées. La résistance arabe à ces villes les force à reculer. Mais ils reviennent en 859 avec une flotte de 62 navires. Après de nouvelles attaques en Espagne, ils passent par l'Afrique du Nord puis poursuivent jusqu'en Italie, où la source mentionne notamment le pillage de Pise et de Luna. Dans le même temps, quelque chose change. Certains groupes ne repartent plus immédiatement après le pillage. Sur l'île de Man, ils commencent par commercer, puis s'installent, transformant un simple point de passage en base durable au cœur de la mer d'Irlande. L'île devient un carrefour pour voyageurs, marchands et marins, tandis que d'autres vikings hivernent dans les régions qu'ils ont attaquées. En France du Nord, ceux qui s'établissent durablement sont appelés Normands ou Hommes du Nord, et leur territoire prend le nom de Normandie, pendant que les Norvégiens occupent aussi des îles plus éloignées. Les expansions atteignent les Orcades, les Shetland puis les Highlands, où les colons fondent l'Althing, assemblée politique que la source présente comme l'une des plus anciennes institutions parlementaires d'Occident. Vers 850, les Vikings commencent également à hiverner en Angleterre, avec une première base sur l'île de Thanet. Après 851, les attaques danoises submergent plusieurs royaumes anglais, mais le Wessex résiste. En 871, Alfred le Grand parvient à repousser les Vikings danois, qui se replient ensuite vers le nord et s'installent dans la zone connue sous le nom de Danelaw. Dans le Danelaw, beaucoup deviennent agriculteurs et commerçants. Et York s'affirme comme une grande ville marchande. Au cours de la première moitié du XVe siècle, les descendants d'Alfred reconquièrent progressivement les territoires scandinaves, jusqu'à l'éviction et la mort d'Éric Blodax vers 952, étape que la source associe à l'unification durable de l'Angleterre. Pendant que l'Ouest résiste, des Vikings suédois partent vers l'Est par la Baltique et les grands réseaux fluviaux d'Europe orientale, empruntant le Volkhov, le Lovat, le Dniepr et la Volga jusqu'à la mer Noire. Byzance et même Bagdad, leurs chefs prennent aussi le contrôle de vastes territoires slaves liés au nom de Rus. Le voyageur arabe Ibn Fadlan fournit l'un des portraits les plus marquants de ces Russes. En route vers la région de la Volga, il décrit des hommes très grands, aux cheveux clairs et à la peau rougeâtre, dont l'apparence lui semble particulièrement impressionnante. Il note aussi des tatouages couvrant le corps et un armement allant de la hache à la longue épée. Mais en Russie, ces Scandinaves ne restent pas isolés, ils se mêlent peu à peu aux populations slaves et poursuivent avec elles leur route vers la mer Noire. Ces routes servent autant au commerce qu'à la guerre. Vikings et Slaves échangent avec des peuples orientaux le long des réseaux reliés à la route de la soie et attaquent aussi des territoires de l'Empire romain d'Orient. Plus tard, la source place en 985 l'établissement par Éric le Rouge d'une colonie au Groenland, avant le départ vers l'ouest de son fils, Leif Erikson. Dévié par les vents, alors qu'il navigue depuis le Groenland, Leif atteint une terre que la source relie au Vinland et à la région de Terre-Neuve. Les ouvrages cités y voient le premier contact norrois, et même le premier contact européen, avec les côtes d'Amérique du Nord. Cette traversée précède de plusieurs siècles Christophe Colomb. Au même moment, les royaumes nordiques se consolident, la Norvège étend son influence sur les Féroé, l'Islande et le Groenland, et les liens avec la Suède et le Danemark se renforcent, tandis qu'une nouvelle expédition vers le Vinland, menée par le frère de Leif, se termine par sa mort lors d'un affrontement. Quelques années plus tard, entre 60 et 160 Vikings tentent encore d'établir une colonie au Vinland, mais les conflits répétés avec les habitants locaux limitent l'installation à environ 3 ans. Pendant ce temps, au large de la Grande-Bretagne, les Scandinaves n'arrivent plus seulement comme pillards, mais comme armée organisée. Le cœur de cette puissance militaire est le navire long.
La source décrit des bâtiments d'environ 14 à 23 m, capables d'emporter jusqu'à une centaine de guerriers, propulsés par 40 à 60 rameurs et par une voile carrée, avec des boucliers alignés le long des flancs. Leur coque pointue aux deux extrémités permet d'avancer ou de reculer sans virer, et les proues courbes sont parfois sculptées en forme de dragon. Mais ces navires de bois imposent aussi des contraintes, si bien que les équipages préfèrent accoster le soir dans une baie calme plutôt que d'allumer un feu à bord d'un feu à bord. À terre, ils dressent des tentes, cuisinent bouillie, viande ou poisson séché, et complètent parfois avec pain, beurre et fromage. Lorsqu'ils dorment sur le navire, ils déroulent des couchages de peau sur les bancs de rameurs, signe d'une logistique pensée pour des voyages longs, alors même que les raids commencent à céder la place aux colonies. Cette bascule vers la colonisation modifie à la fois les territoires conquis et la Scandinavie elle-même. La source relie cette seconde phase de l'ère viking à la consolidation de pouvoirs royaux, à la christianisation de certains souverains et à des recompositions politiques qui rendent les expéditions plus durables. Les royaumes restent pourtant instables, les héritages divisent les pouvoirs et des opposants partent fonder de nouvelles colonies, notamment en Islande. Parallèlement, les grands raids sont de plus en plus organisés par des dirigeants royaux et visent particulièrement une Angleterre fragilisée par les luttes de succession. Une offensive commencée en 991 mène finalement à la conquête du royaume anglais et à l'exil du roi Athelred. Après la mort du chef de cette campagne, Knut monte sur le trône et gouverne un vaste ensemble scandinave réunissant l'Angleterre, le Danemark et la Norvège autour de la mer du Nord, avant que ses deux fils ne disparaissent à leur tour en 1042. Édouard le Confesseur revient alors d'exil et reprend la couronne anglaise, mais sa mort sans héritier en 1066 ouvre une nouvelle crise. Harold Godwinson revendique le trône, tandis que Harald Hardrada, présenté comme le dernier grand roi viking, lance depuis la Norvège une invasion de l'Angleterre. Cette offensive est stoppée à Stamford Bridge, près d'York. À ce point du récit, la puissance viking a atteint une forme d'apogée politique, mais les mêmes conquêtes qui l'ont étendue ont aussi créé les conditions de son assimilation et de sa transformation. L'image du viking comme simple barbare vient en grande partie du regard extérieur porté sur les Scandinaves de cette époque. Eux-mêmes se désignent comme hommes du Nord, et leur culture sociale est profondément traversée par les croyances et légendes de la mythologie nordique, antérieure à l'arrivée du christianisme. La source distingue d'ailleurs les termes. Le monde nordique englobe un espace plus large du nord de l'Europe et de l'Atlantique Nord, tandis que la Scandinavie désigne plus précisément le noyau formé par la Norvège, le Danemark et la Suède. Cette nuance importe, car la société viking ne se résume pas aux épées et aux haches. Les Scandinaves savent s'adapter aux régions lointaines, s'y installer comme agriculteurs, se mêler aux populations locales et parfois occuper des trônes étrangers. Et ils sont donc à la fois marins, marchands, explorateurs, cultivateurs et acteurs politiques. La route commerciale de la Volga illustre cette polyvalence, en donnant accès, à travers la Russie, aux richesses de l'Empire byzantin et du monde islamique. Sur ces réseaux, fourrure, miel et esclaves peuvent être échangés contre soie, épices et métaux précieux. La source insiste aussi sur les échanges culturels entre Est et Ouest, qui font circuler idées, techniques et connaissances, en même temps que les marchandises. L'expansion vers l'Islande montre une autre facette de cette mobilité. Des colons quittent la Scandinavie pour échapper aux conflits ou à la pression démographique, franchissent des eaux dangereuses et bâtissent des communautés dans un environnement rude, transformant l'exploration en véritable installation. Sur l'île, ils cultivent, élèvent du bétail et développent l'Althing, un système politique et juridique fondé sur l'assemblée et la représentation, que la source présente comme l'un des premiers exemples européens d'un gouvernement représentatif, puis l'horizon s'élargit encore vers le Groenland en représentatif. Au XIe siècle, Éric le Rouge part d'Islande vers une terre couverte de glace et de neige. Malgré les conditions difficiles, des communautés agricoles s'y maintiennent grâce à une économie de subsistance mêlant culture, élevage, chasse et pêche, tout en restant reliés à l'Europe par le commerce. Au XVe siècle, Leif Erikson pousse plus loin vers l'ouest et atteint le Vinland, associé par la source à Terre-Neuve au Canada. Les Vikings y établissent un site connu sous le nom de l'Anse aux Meadows, présenté comme une preuve ancienne d'une implantation européenne dans le Nouveau Monde, et aujourd'hui reconnue par l'UNESCO. La source cite une étude publiée dans Nature
qui utilise les cernes de 3 pièces de bois pour dater précisément l'activité européenne sur ce site, offrant un repère chronologique beaucoup plus solide que les seules traditions narratives. Cette analyse fixe l'abattage des arbres en 1021, soit 471 ans avant le premier voyage de Christophe Colomb, selon la source. La présence viking en Amérique du Nord reste brève, mais elle confirme jusqu'où pouvait mener leur maîtrise de l'Atlantique. Même éphémère, l'expérience nord-américaine ouvre la perspective d'une exploration transatlantique et s'inscrit dans une dynamique plus large. L'Islande, le Groenland et l'Amérique du Nord donnent naissance à de nouvelles communautés, tandis que les villes conquises ailleurs sont souvent développées comme centres commerciaux. Parmi ces centres, la source cite Edeby et Rib. Les échanges relient les sociétés scandinaves entre elles et avec le reste de l'Europe, faisant circuler harengs, sel, moutons, bois, céréales et fer entre la Norvège, la Suède, le Danemark, les Féroé, le Groenland, le Labrador et le continent. En retour arrivent ivoires de morse et de narval, fourrure, faucons vivants et même ours polaires. Mais ce commerce possède aussi une face sombre, car les esclaves constituent une marchandise de grande valeur, souvent issue de populations irlandaises, finlandaises, germaniques ou slaves, capturées lors des conquêtes, tandis qu'un homme libre peut exceptionnellement être réduit en servitude pour dette ou crime. À l'île de Man, l'archéologue Alison Fox résume l'ampleur de cet enracinement en rappelant que l'influence viking y a duré environ 4 siècles, une durée qui dépasse largement l'image d'une succession de raids rapides. Cette société durable repose aussi sur une conception exigeante de l'honneur. Lorsqu'un homme est tué, sa famille estime avoir le droit de venger sa mort, et la recherche de justice pour une offense faite à un parent devient un devoir qui peut alimenter une véritable vendetta. Les Vikings comprennent toutefois le danger d'une spirale de violence sans fin et disposent d'une alternative, l'argent du sang. La famille de l'accusé peut verser une compensation à celle de la victime, moyen pragmatique de préserver à la fois l'honneur, la justice et la paix de la communauté. Leur organisation sociale est fortement hiérarchisée. Au sommet se trouve le roi ou le jarl, détenteur du pouvoir politique et militaire, puis les juscarls et autres guerriers nobles dont la valeur au combat leur procure privilèges et statuts. En dessous viennent les hommes libres, notamment agriculteurs et artisans comme les forgerons, qui disposent de droits sans posséder le prestige de l'aristocratie. Tout en bas se trouvent les thralls, privés de liberté et considérés comme une propriété, chacun occupant ainsi une place précise dans l'ordre social. Dans ce système, la réputation personnelle et les liens familiaux ont un poids immense. Le prestige d'un individu influence son rang, ses relations et les possibilités qui lui sont ouvertes, si bien que l'honneur n'est jamais seulement une affaire privée. Le courage et les exploits rejaillissent sur l'homme, sa famille et sa communauté, tandis qu'une naissance dans une lignée renommée apporte elle aussi prestige et influence. Cette culture de l'honneur est inséparable d'un univers religieux encore profondément païen. Les dieux eux-mêmes sont des guerriers. Thor affronte les géants du Nord, Odin règne sur le Valhalla. Et mourir au combat est présenté comme la mort la plus honorable. Cette croyance nourrit l'idée que le guerrier peut affronter la bataille sans craindre la faim. Le Valhalla devient ainsi la récompense réservée aux combattants tombés les armes à la main, ce qui explique, dans le récit de la source, pourquoi les Vikings peuvent se lancer au combat avec une confiance presque joyeuse en appelant leur dieu. La fin de l'ère viking ne ressemble donc pas à l'effondrement d'un empire en une seule journée. Au sommet de leur puissance, les Scandinaves ont déjà créé de nouveaux États et de nouvelles dynasties. Mais nombre d'entre eux se fondent dans les cultures locales, comme Rollo en Normandie, où l'identité nordique commence à devenir autre chose. La conversion de Rollo au catholicisme symbolise ce changement, et son descendant William conquiert l'Angleterre après Hastings, en 1066 avant d'être couronné à Noël. Cette victoire, issue d'une lignée viking, débouche pourtant sur un pouvoir qui réduit l'influence scandinave directe dans le royaume Avec William s'installe un ordre féodal inspiré de la France médiévale, touchant le gouvernement, la terre et l'économie.
C'est pourquoi la source cite l'historienne Elsa Roesdahl, pour qui 1066 constitue le meilleur repère si une seule date doit symboliser la fin de l'ère viking, tandis qu'au siècle suivant, les royaumes nordiques se transforment en États indépendants. La source mentionne encore un refroidissement à partir du XIVe siècle, comme facteur limitant certaines navigations, mais la transformation la plus profonde est déjà sociale et politique. À mesure que les Scandinaves s'assimilent, se convertissent et se réorganisent, le mot viking cesse de désigner une force historique aussi distincte qu'auparavant. Ce qui disparaît comme époque survit pourtant dans les traces matérielles. Sur l'île de Man, l'influence viking se prolonge jusqu'en 1266, et les collections archéologiques réunissent hameçons, aiguilles, épées, dépôts d'argent et broches ornées. Ces découvertes montrent aussi que des femmes voyagent avec leurs compagnons masculins lors des implantations. Ces objets et ces déplacements éclairent la présence scandinave autour de l'Irlande et de l'île de Man, où des noms de lieux tels que Derby ou Snaefell conservent cet héritage. La source souligne également le rôle du Tynwald, parlement hérité de la période viking, dans l'organisation durable de la vie locale. En Angleterre, l'empreinte apparaît jusque dans la langue, et les noms de lieux, les terminaisons en by et torp viennent du vieux norrois selon la source, qui affirme également qu'environ 20% des mots anglais possèdent une origine norroise. Et derrière les navires, les conquêtes et les cartes demeurent enfin une valeur que la source place au cœur de leur société. L'honneur, principe capable d'organiser la réputation, la justice et les relations humaines bien après que l'ère viking, elle, a cessé d'exister comme période distincte.